Nouvelle convocation du tribunal de l'actualité. Ravi de vous retrouver sur les antennes des médias leaders True TV et Watt FM. Bien le bonjour à vous qui nous faites l'amitié de nous suivre sur les plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adams Khaled Ouedraogo, président de ce tribunal. Mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour, messieurs les juges. Bernard Bougma, Geoffroy Vaha, bienvenue. Bonjour, président Ouedraogo. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, madame, messieurs. Bonjour, juge Bougma. Bonjour, président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Le Burkina Faso, à l'instar des autres pays du monde, commémore ce 3 mai la Journée mondiale de la liberté de la presse, une occasion pour les acteurs de mesurer le chemin parcouru et surtout de consolider les espaces de liberté d'expression et de presse. Le sujet est enrôlé au tribunal de l'actualité du jour. Deuxième sujet enrôlé, la visite d'une délégation gouvernementale sur la mine de Perquois dans le Sanguier. Cette délégation conduite par le Premier ministre a pu constater le niveau d'avancement des travaux et des opérations de sauvetage des 8 mineurs piégés dans la galerie depuis près de 2 semaines. Des mesures conservatoires ont été prises. Séance tenante, nous allons revenir sur cette actualité avec les juges au siège. Mais avant, nous allons également nous pencher sur l'actualité malienne où les autorités de la transition ont annoncé lundi dénoncer les accords de défense avec la France et ses partenaires européens, fustigeant les atteintes flagrantes à la souveraineté nationale et également de multiples violations de l'espace aérien malien. Décryptage et analyse de ces deux sujets après la virgule avant-propos. Nous sommes à vous, messieurs les juges, pour les avant-propos. Nous allons commencer avec le juge Bougma. Qu'est-ce qui retient votre attention pour cette convocation du tribunal de l'actualité? Merci, président. Ce qui retient notre attention, c'est le dossier Norbert Zongo. Vous savez que, en lien avec la France, qui avait d'ailleurs tout vidé, M. François Compaoré avait saisi maintenant la Cour européenne des droits de l'homme par rapport à cette situation. C'est son dernier recours. Naturellement, maintenant, c'est contre la France, contre son extradition au niveau du Burkina Faso. Et donc, l'Europe maintenant demande des garanties à la France au cas où la décision va pencher sur l'extradition de M. Compaoré. C'est de savoir si le Burkina va offrir des garanties d'un procès équitable, compte tenu du fait que nous vivons aujourd'hui dans une transition. Et donc c'est également à la France maintenant qui écrit au Burkina pour demander ces gages-là que François Compaoré bénéficiera d'un procès équitable au cas où il sera extradé au niveau du Burkina. Donc parce que c'est très important de pouvoir prendre cela en compte dans la balance parce que s'il est extradé, il ne bénéficie pas d'un procès équitable et qu'il y a violation de ses droits, naturellement, elle pourrait se sentir complice ou coupable de cette situation, on pourrait lui demander des comptes. Donc, et ce qui nous revient, c'est que les autorités burkinabées qui devraient donner ces gages-là étaient en train de traîner par rapport à pouvoir réagir promptement et donner les réponses qui s'y est. Hier, toute la journée, nous avions eu cette information. Jusqu'au soir, nous avons vu également la une de l'observateur Pargaï aussi qui en parlait par rapport à sa parution du jour. Et c'est dans ces conditions que le communiqué du gouvernement est tombé, faisant cas de ce que le Burkina a fait sa part de job, donc a fait sa part, a assumé sa part de responsabilité par rapport à tout cela et rassure l'opinion nationale et internationale que le Burkina a rempli sa part. Alors, qu'est-ce que le Burkina a fait? Qu'est-ce qui s'est passé à telle enseigne qu'il y ait de la suspicion et que dame rumeur s'enfle? Parce que ce matin, d'ailleurs, sous le coup de 8 heures, les organisations professionnelles de masse, les organisations professionnelles de médias, le Centre national de presse Norbert Zongo et puis le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples et d'autres mouvements engagés en son temps dans la lutte au niveau du collectif ont rendez-vous, je pense, sous le coup de 8 heures avec notre ministre de la Justice pour savoir si réellement le Burkina a pu répondre et a donné des garanties par rapport à ce que François Compaoré, s'il est éventuellement extradé au Burkina, puisse bénéficier d'un procès en bonne et due forme, offre des garanties qu'il bénéficiera d'un procès équitable. Donc ces organisations-là de défense des droits humains ont rendez-vous avec le ministre de la Justice effectivement pour savoir. Et si ces organisations arrivent à courir comme ça et à demander audience,
c'est qu'effectivement, il y a des lignes qui ne bougeaient pas, sinon elle ne l'aurait pas fait. Et s'il y a un communiqué qui sort également pour rassurer, c'est qu'effectivement, à un moment donné, quelqu'un n'avait pas joué pleinement son rôle. La réalité aussi, c'est que vous avez un gouvernement où certains ont géré l'affaire Norbert Zongo en étant ministre en son temps et qui sont ministres dans ce même gouvernement. Certains aussi ont géré la communication de François Compaoré dans une autre vie avant d'être ministre dans ce régime-là. Donc, c'est pas aussi simple pour d'autres. La vérité aussi, elle est là implacable. Mais entre les questions détaillées et les questions personnelles, il y a un choix à faire. Et je pense que c'est ce qui va se faire. Maintenant, on attend à l'issue de l'audience ce matin et de tout ce qui va s'en suivre pour savoir réellement est-ce que le Burkina a répondu à bonne date, parce que les délais, je pense que les délais c'était aujourd'hui ou demain. On était vraiment dans les délais, dans les derniers instants du délai qui avait été donné au Burkina Faso pour réagir. Je pense que le délai c'était aujourd'hui. Voilà. Maintenant, bon, c'est sûr qu'on en saura davantage compte tenu du communiqué qui est sorti, mais il y en a qui estiment que le communiqué n'est pas suffisant parce qu'il ne précise pas clairement qu'est-ce que le Burkina a dit. On attend de voir la suite. Merci pour cette analyse et ces précisions. Juge Va. Oui, merci Président. Moi, je vais revenir sur le 1er mai, c'était dimanche, et on a eu droit, comme il est de coutume, à la possession avec la remise du cahier de doléances au Premier ministre. Et on rappelle que pour ce qui est de l'unité d'action syndicale, ce sont en gros 5 grandes articulations dans la plateforme revendicative. C'est la sécurité des populations et de leurs biens, l'assainissement de la gestion des ressources nationales, le respect et l'élargissement des libertés démocratiques et syndicales, ainsi que la promotion du travail décent, et puis à la mise en œuvre des engagements pris avec les organisations syndicales et la garantie du pouvoir d'achat. C'est en gros ramasser comme ça les grands points qui sont dans ce cahier-là. Et le Premier ministre a lui aussi réagi en promettant qu'il y aurait un regard diligent sur les différents engagements qui avaient déjà été pris et signés. Il a même dit qu'il avait demandé à ses différents ministres de sortir d'ailleurs ces éléments-là pour qu'un regard soit jeté là-dessus très rapidement pour que des suites soient données. Et il a même demandé au monde syndical d'accompagner la transition pour que ce soit une réussite. Donc on comprend déjà le langage, la posture et puis les yeux doux qui sont faits à l'endroit notamment de ce monde syndical-là, parce que c'est clair que si ça commence à bouillonner, ça ne sera pas facile pour cette transition-là qui a besoin d'un peu plus de calme pour pouvoir mener les choses. Donc on va dire que ça a été le moment aussi de discours franc, mais pour certains aussi une façon d'appâter aussi un monde syndical qui depuis, et ça il faut le dire, depuis plusieurs mois était dans un inconfort, d'abord avec la crise sanitaire et après avec la question sécuritaire. Quand je parle d'inconfort, c'est de pouvoir sortir et faire des manifestations lorsqu'ils n'étaient pas contents d'un certain nombre d'éléments. Et après il y a eu aussi beaucoup d'opposition, de refus à des décisions de marché et tout. Donc quand vous êtes dans cette réalité-là, ça devient un peu plus difficile en termes d'expression. Bon, maintenant, il y a un nouveau pouvoir qui est là. Et donc, on attendra de voir ce que tout cela va donner. Mais très clairement, ce qu'on a vu le 1er mai, c'est un Premier ministre qui demande vraiment à un monde syndical, à un fonds social de vraiment se calmer et que les choses vont être élaguées pour leur bonheur. Mais on attend de voir si les promesses là seront vraiment celles-là qui seront appliquées. On attend de voir. Deuxième avant-propos, mais très rapidement, c'était à Tampuy. Je pense que c'était bien ce long week-end-là, il y a trois personnes qui se déplacent avec des chameaux là, qui ont été arrêtés et en tout cas interpellés. Et selon ce qui se disait, parce qu'il y avait tout un attroupement, parce que bon, pour certains, c'était des gens qui transportaient des munitions, des armes, en tout cas c'était des terroristes et tout. Mais après, on a eu des informations sur lesquelles il n'en disait rien. Mais ce qui a été trouvé sur ces messieurs, c'est une forte somme d'argent sur les trois. On sait que c'est jamais simple parce que ces messieurs-là, on sait que c'est des nomades et ils traversent des pays entiers, hein, ils font de très longues distances, donc, et très souvent, c'est des gens qui maîtrisent vraiment pas forcément les voies les voies habituelles, c'est les pistes, c'est les hameaux, donc c'est des gens qui sont souvent dans le pays profond et qui viennent rejoindre quelquefois les capitales par des chemins vraiment non connus de nous, mais souvent ça fait que
y a beaucoup de questions, surtout dans la réalité sécuritaire dans laquelle nous sommes. Et donc on comprend un peu la psychose qui très vite a été créée, mais ça nous interpelle. Il n'y a pas que ces messieurs qu'on voit comme ça, là, il y a beaucoup d'autres éléments. Regardez même à nos faits aujourd'hui, on est quelquefois dans des situations qui pour moi sont peuvent cacher beaucoup de fragilité. Des gens qu'on ne maîtrise pas toujours au feu qui vous accostent, qui maîtrisent plus ou moins les déplacements de chacun, en tout cas si vous êtes coutumier d'un chemin et tout. Donc je veux dire qu'on est tous exposés, hein, mais c'est normal qu'il y ait petit à petit ce regard-là, interrogateur sur certains modes de vie, certains modes de fonctionnement qui peuvent être, quoi qu'on dise aussi, le passe-droit très facile pour des personnes qui auraient des motivations plus sombres. Et bon, heureusement qu'on nous dit que ce n'est pas des terroristes. Maintenant, la question de la faute somme d'argent, même si rien n'a été dit, à quoi ça servait, et puis pourquoi ces messieurs qui se promènent comme ça, là, avec ces chameaux, peuvent avoir de fortes sommes, ça doit être vraiment important. Et c'était pourquoi. Bon, on attend de voir les réponses. Merci pour ces avant-propos. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le Tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble en direct et en simultané sur les antennes des médias leaders Truth TV et Watt FM. C'est une tradition et elle a été respectée cette année. Le Burkina Faso commémore ce 3 mai la journée mondiale de la liberté de la presse. C'est une occasion pour les acteurs de jeter un coup d'œil dans les rétroviseurs et également se projeter avec pour ambition de consolider les espaces de liberté d'expression et de presse. Alors, juge Vaha, comme on l'a dit, c'est un rendez-vous, je dirais, annuel qui est devenu incontournable et qui vaut son pesant d'or quand on regarde les objectifs visés et en termes de consolidation de cette liberté de presse-là. Oui, c'est clair. Chaque année, il faut marquer un pour se dire que ce n'est pas un acquis. Là, pour tout à l'heure, ce que Bernard Boukma prenait en avant-propos, c'est quelqu'un qui, de par son sacrifice, a posé, quoi qu'on dise aussi, le débat sur cette liberté-là, par l'engagement qu'il avait, par sa contribution courageuse à aborder un certain nombre de sujets sur lesquels certains n'osaient s'aventurer. Et ce qui a permis, après le courroux qui a été partagé par plus d'un, qu'il y ait un genre d'élargissement comme ça, hein, de la pression qui était mise souvent sur certains journalistes, certains qui étaient furieux de l'investigation et tout, qui dérangeaient forcément certains pouvoirs. Donc je pense que c'est ce qui est célébré aujourd'hui. C'est une façon de dire que ce qu'on a, ce n'est pas un acquis, c'est de longues luttes. Il y a des gens qui ont eu à faire des sacrifices énormes, et à nous aussi, le minimum, c'est d'être de faire transpirer ce que nous savons de mieux de notre métier et de l'exercer de la meilleure des façons, et puis ne pas se mettre des barrières ni se compromettre. Parce que c'est de ça aussi qu'il s'agit en cette journée-là. Pour moi, c'est cela c'est en cela que ça me parle. D'accord. Alors, quand on jette un coup d'œil sur le thème retenu, les médias burkinabés face à la révolution numérique, comment mourir pour mieux renaître. Alors, c'est le thème mondial qui a été tropicalisé pour tenir compte des réalités du moment et des enjeux du Burkina Faso. Votre regard là-dessus, juge Boukman, est-ce que c'est un sujet qui cadre justement avec les réalités qu'on vit actuellement? Oui, tout à fait. Comment mourir pour mieux renaître, je ne pense pas qu'on pouvait trouver meilleur thème, meilleure façon d'illustrer les enjeux du numérique liés à l'ancienne façon de travailler. Donc on ne peut pas s'en passer à plusieurs niveaux. D'abord sur le plan du matériel, aujourd'hui on est pratiquement au du tout numérique. Donc d'abord le matériel de travail, et ça c'est un. Vous voyez, on est dans le domaine de la TNT, ce qui n'était pas évident quand on était dans du tout analogique. Donc on a même basculé déjà à ce niveau-là. Ensuite, il y a le support de diffusion où ça a évolué. Donc on n'est plus obligé d'avoir un poste téléviseur devant soi pour pouvoir suivre la télé. Puis sur son smartphone, on peut suivre. Et on n'est plus obligé également d'aller acheter un matériel stocké dans un gros bâtiment pour émettre, parce qu'il y en a qui émettent des télévisions numériques qui ne diffusent que sur Internet, des web TV. Donc, et des web radios. C'est-à-dire que même là, la dématérialisation est claire. Ensuite, il y a le support, parce que même les médias classiques aujourd'hui sont obligés d'avoir un support web sur toutes les plateformes.
Donc au niveau des médias sociaux, vous n'avez pas le choix que d'y exister. Donc comment se fait cette mutation? Il y a eu de la résistance, mais ce n'est pas possible. Vous ne pourrez pas tenir. Parce que de l'autre bout du monde, il y en a également qui veulent savoir ce qui se dit au niveau du pays. Donc ils sont connectés. Donc dans le temps, on avait les journaux papier. Aujourd'hui, vous avez des médias qui n'évoluent qu'en ligne. Ils n'ont pas de support papier. Ils sont nés sur Internet. Ils ont fait leur force sur Internet et ils sont sur Internet. Et ça marche. Avec parfois à côté la radio, la TV qui accompagne ou bien les médias en ligne, tout ça. Mais bref, c'est des médias en ligne. Et au Burkina, il y en a à floraison. Et partout ailleurs dans le monde. Donc face à cette situation, naturellement, il y a des enjeux. Pour ceux qui étaient là-bas depuis longtemps et ceux qui viennent d'arriver avec une nouvelle façon effectivement de faire, que ce soit, j'ai dit bien, au niveau du support, des outils utilisés jusqu'à la diffusion, le numérique est là. Maintenant, comment mourir et renaître, c'est-à-dire comment s'adapter à la nouvelle situation. Quand on parle de mourir, c'est effectivement accepter, laisser certaines choses. Parce que vous ne pouvez pas, si aujourd'hui vous tentez de l'analogique, ça ne va pas marcher. Donc, je pense que c'est cette mutation qui est inévitable dans ce domaine-là et qui est d'actualité. Et c'est un débat qui a commencé à être posé depuis longtemps, même dans le domaine du cinéma. C'est un débat qui a commencé à être posé. Et aujourd'hui, ça touche tous les maillons de notre société, jusqu'à la monnaie. Je dis bien jusqu'à la monnaie. On parle actuellement de monnaie numérique et tout, le e-commerce qui se développe. Donc, est-ce que l'univers des médias pourra s'en passer également comment on appelle ça, du numérique? Je pense que c'est beaucoup plus cette question qui est posée et c'est inévitable. Comment mourir pour mieux renaître? Alors cela impose à nous, hommes de médias, de nous réinventer pour mieux s'adapter aux réalités du moment. Votre regard là-dessus, juge sur ce thème-là? Moi, là-dessus, c'est vrai que quand on regarde mourir pour mieux renaître, je crois aussi que il y a pour certains, quand on regarde pour certains, c'est un peu plus compliqué et la question de mourir, elle est tellement vraie. Quand je prends par exemple la presse écrite, c'est-à-dire le journal papier que nous avions, c'est quelque chose qui est en train de disparaître déjà pour son caractère onéreux et puis après aussi pour ce qu'offrent forcément les plateformes numériques et ces nouveaux outils-là en termes d'économie, d'investissement et tout. Donc du coup, il y a une façon de revoir les choses. Sinon, ça n'est qu'opportunité parce que c'est vrai qu'il y a peut-être cette habitude qu'une ancienne garde ou même que nous aussi nous avions. Vous savez, quand vous payez un nouveau journal et que vous l'ouvrez, il y a cette senteur là, il y a tout ça. Pour celui qui aime lire en tout cas, même les livres, il y a ce petit quelque chose là qui est vraiment différent, mais ça c'est les furieux de lecture qui pourront en parler, mais ça ne change en rien le fait qu'on l'ait sur une tablette, le fait qu'on ait accès à cela via son téléphone portable. C'est être de son ère, de son époque et puis accepter d'évoluer avec son temps. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Donc pour certaines presses, ça sera la réalité de vraiment se réinventer, mais ça pour moi c'est une question de support. Maintenant, quand vous prenez les médias audiovisuels que nous sommes et tout, c'est différent parce que ce qui nous est donné, c'est des opportunités d'avoir des qualités sonores et des qualités visuelles encore plus performantes. Quand vous parlez de TNT et tout, c'est plus s'adapter avec des outils qui donnent d'une façon qualitative un meilleur rendement. Maintenant, c'est que nous sommes des médias, nous sommes des fournisseurs de contenu. Je pense que c'est là où ça devient maintenant intéressant, la question de cette évolution-là. C'est que le journaliste est rentré presque en concurrence avec un autre type, on va dire comme ça, de sources d'infos et de vecteurs de diffusion d'infos sur ces mêmes plateformes-là, mais qui ne respectent pas les mêmes canevas, le même process dans le traitement et la diffusion de l'information. C'est là où ça commence à devenir un peu plus complexe. C'est dans le contenu qu'il y a pour moi travail à faire. Est-ce que nous devons être dans la célérité comme les autres? Le monsieur, il a une information, il prend la balance. Vous êtes un média, vous avez une information, vous ne prenez pas et vous la balancez. Il faudrait maintenant commencer à se positionner comme celui qui vient comme pour certifier que c'est vrai.
Infirmer ou confirmer. Voilà, parce qu'à la vérité, c'est ça. Si vous voulez aller dans la célérité comme les autres, vous allez être comme la plupart des médias qui ont leur élan sur les réseaux sociaux, à se dire et se dédire. Ils sont les premiers à donner des informations dont on fait les captures d'écran et que les gens se partagent pour en rire. Parce que ce n'était pas vrai. Il faudrait qu'on ait cette réalité. Donc ça induit cela. Sinon, comment continuer d'être crédible en voulant aller dans la même célérité que certains qui n'ont pas les mêmes exigences et puis qui n'ont qu'une crédibilité, parce que demain ils ont posté quelque chose de faux aujourd'hui, demain ils ont posté quelque chose de faux. En tout cas, ce qui retient, c'est d'avoir posté quelquefois des choses vraies. Vous, en tant que média, ce qu'on compte, c'est ce que vous postez de faux à chaque fois. C'est ça la réalité. Donc, si on ne veut pas se positionner avec la crédibilité et être le rempart de celui qui infirme ou confirme une vérité, ça devient vraiment difficile. Maintenant, j'ai dit la question du contenu, maintenant il y a la question de la formation. Qui dit évolution technologique et tout, dit aussi formation qui va avec. Aujourd'hui, vous regardez la plupart de nos émissions, vous n'avez plus 4-5 cadreurs avec des gens qui tirent des fils à côté. Comme vous regardez notre plateau du tribunal de l'actualité, il n'y a personne ici. Tout est piloté depuis une salle. Donc ça veut dire que dans le métier et dans les médias audiovisuels et tout, et même dans les autres, vous verrez que il y a des canaux auxquels il faut vraiment se conformer aujourd'hui. Et on est dans un monde qui est globalisé, où vous êtes en concurrence pure et parfaite, non seulement avec les médias que vous avez de façon locale, mais avec d'autres qui viennent d'ailleurs avec, leurs moyens qui sont souvent colossaux. Il vous faut du génie pour pouvoir tenir cette concurrence-là. C'est parce qu'il va aussi de votre survie. Je crois que c'est ça, pour moi, c'est tous les enjeux qu'il y a aujourd'hui avec la question de ce numérique qui est à la fois évolution intéressante dans les aspects qualitatifs qu'il apporte, mais dans l'obligation aussi de celui qui en est l'utilisateur de se mettre quelquefois à jour, mais aussi et surtout de ne pas oublier qu'il a un corps de métier qui demande et exige dans son process des réalités. Vous êtes journaliste. Vous n'êtes pas un activiste, vous n'êtes pas un lanceur d'alerte, c'est différent. Donc, dans votre façon d'y exister, il faudrait que vous compreniez comment cela devrait se faire. Donc, pour moi, c'est tous ces enjeux-là qu'il y a autour de l'opportunité que constitue cette évolution. D'accord. Alors, pour toutes les commémorations de cette journée du 3 mai, il y a une thématique qui reste centrale et au cœur de tous les débats, c'est l'état des lieux de la liberté de presse dans les différents pays. Pour le cas du Burkina Faso, il y a un contexte, en tout cas, qui nous amène à nous poser cette question et surtout à insister sur cette réalité-là. Votre regard sur la liberté de la presse au Burkina Faso, en tenant compte du contexte, bien sûr. Donc, d'abord, on a déjà une épée de Damoclès. C'est le code pénal qui a été révisé, qui fait que vous n'avez pas toute la sérénité requise pour traiter ces informations liées aux questions militaires, à partir du moment où on peut effectivement vous traîner en justice pour démoralisation des forces armées nationales. Et donc, à un moment donné, si les militaires ne font pas bien leur boulot, ou vous révélez un certain nombre de choses, vous pouvez être retrouvé en train de répondre de démoralisation des forces armées nationales, même quand c'est avéré. Donc, il y a cette épée-là qui ne facilite vraiment pas les choses. Donc, il n'est pas interdit de parler des sujets militaires, il n'est pas interdit de traiter, mais le risque, effectivement, il est élevé. Ce qui fait que les uns et les autres font très attention par rapport à y mettre les pieds. Donc, on se contente de l'essentiel et puis passer effectivement à autre chose. Deuxième aspect, c'est de la transition dans laquelle nous sommes. Alors que les régimes de transition civilo-militaire ou militaro-civile, je ne sais pas pour cette transition qu'elle est réellement, elle est plus militarisée que civile. Donc parce que quand on regarde les postes clés et les nominations jusqu'au niveau des directeurs généraux, on se rend compte que l'armée a opéré un retour en force de façon fracassante au niveau de la scène. C'est normal puisqu'elle a pris le pouvoir par les armes. En même temps, elle veut faire de la normalité dans ce qui n'est pas normal et donc ça crée effectivement quelque chose d'hybride, difficile à comprendre. Pour revenir effectivement à votre question, en 2015 déjà, nous nous rappelons que
sous l'égide en son temps de Madame Nathalie Soumé, qui était présidente du Conseil supérieur de la communication. Mais après, il s'est révélé que c'est sur instruction d'ailleurs des autorités de la transition, les émissions interactives avaient été suspendues. Les émissions interactives avaient été suspendues parce que 2 médias, effectivement, avaient commis des erreurs. Et l'autorité, au lieu de s'assumer vis-à-vis des 2 médias, ont mis dans le lot tous les autres médias. Donc, les émissions interactives suspendues, ça soulevait un tollé. Nous faisons partie de ceux qui avaient fait le sit-in devant le Conseil supérieur de la communication pour demander la levée pure et simple de cette suspension et réclamer que s'il y a des brebis galeuses dans les rangs, qu'effectivement elles soient sanctionnées dûment de ce que la loi dit. Ça ne l'a pas été, mais on a mis tout le monde dans le même lot. C'est comme s'il y a quelqu'un qui guettait une toute petite erreur et puis un seul mouton noir se présente, on dit bon écoutez, on laisse tomber. Donc il y avait eu déjà cette pression-là qui avait été donnée de voir par rapport aux émissions interactives. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de dérive dans les émissions interactives. Pour les avoir présentées par moment, je vois ce qui s'est passé. Pour avoir outillé certains confrères dans le domaine, je vois que ce n'est pas aussi évident à un moment donné. Parce que c'est une émission interactive. Il y a quelqu'un qui appelle, qui décline une identité. Il y en a qui ont le courage de donner une fausse identité, qui diffame, qui calomnie, avant de disparaître, effectivement. Donc, la responsabilité de l'animateur principal est doublement engagée. Demandez à David Nana, qui anime notre matinale et surtout le mot à dire, notre émission interactive par excellence les matins, il vous dira que ce n'est pas aussi évident. Au Sénégal, une émission interactive de cuisine a été suspendue. Parce que celui qui était de l'autre côté du téléphone, c'était pour une recette de cuisine. Mais à la fin, sa conclusion a fait que l'émission a été suspendue parce que ce qu'il a dit, je ne peux pas répéter ça sur ce plateau. Mais c'est une émission de cuisine. Mais il a trouvé une occasion de régler des comptes au chef de l'État. Et ce qu'il a dit, on ne peut pas dire ça sur des zones. Mais c'était sa conclusion. Et puis il a dit, je vous remercie, il a déposé son téléphone, il a dit, allez, qu'est-ce que vous faites? Donc, je comprends qu'il y ait effectivement des dérives dans les émissions interactives. Mais il appartient aux régulateurs de s'assumer, aux présentateurs également de s'assumer. Donc ça c'est un. Dans notre contexte actuel, quand le chef de l'État est arrivé avec ses hommes, il y a eu 2 rencontres avec les médias. La première rencontre était avec les patrons de médias pour expliquer pourquoi ils sont arrivés. D'ailleurs, il a fait le tour pour expliquer pourquoi ils sont arrivés, même si le pourquoi était déjà connu à l'issue de leur déclaration lue le 24 janvier. Mais bref, la deuxième rencontre, c'était également avec les patrons de médias, donc les directeurs de publication et les rédacteurs en chef. Le message a été clair. C'est des menaces à peine voilées, jusqu'à ce qu'on quitte la rencontre. Juva est témoin, j'y étais, mais jusqu'à ce qu'on quitte la rencontre, on ne savait pas réellement pourquoi la rencontre a eu lieu. Certains ont posé la question, est-ce que c'est parce qu'il y a un état d'urgence sur tout le territoire qui plane que vous nous avez appelé pour nous dire, ou bien c'est quoi exactement? Je fais partie de ceux qui ont posé des questions pour savoir est-ce qu'il faut continuer de traiter des questions militaires, oui ou non? Nous n'avons pas eu les réponses adéquates. Mais dans les propos du chef de l'État, on sent que monsieur ne veut pas être critiqué. À plusieurs reprises, il a dit, vous qui me critiquez, vous des médias privés qui me critiquez, vous me critiquez sans me connaître. Sans me connaître, le sans me connaître est venu également à plusieurs reprises. Donc, bref, il dit, avant de critiquer quelqu'un, le minimum, il faut le connaître. Maintenant, c'est de quelle connaissance le chef de l'État parle? Qu'est-ce que nous ne connaissons pas bien de lui? Ce sont ses prouesses militaires, ou bien c'est quoi d'autre que ceux qui sont sur les chroniqueurs sur les plateaux ne connaissent pas? Mais on ne sait pas. Ou bien c'est la critique qui est difficile à avoir. Mais c'est pas aussi... Pour quelqu'un qui gère qui gère la destinée aussi de plus de 21 millions d'habitants et qui est venu dans ces conditions, il est sur la brèche. Il n'a qu'à s'attendre à ça. Mais ça, c'est un minimum. Il n'y a pas ce chef de l'État là qui n'est pas critiqué, c'est pas possible. Ça n'existe nulle part. Puisque vous gérez la destinée de 21 millions d'habitants, qui vous demande des comptes, qui veut que vous fassiez mieux que vos prédécesseurs, et surtout que vous êtes venus dans un élan d'aller avec les choses dans une nouvelle façon de faire. Et si on sent que ça ne marche pas, les uns et les autres sont en droit de se poser des questions et de critiquer votre offre. Maintenant, pour combien de temps est-ce qu'on pourra tenir? Quand des photographes et des caméramans ont vu leurs outils saisis, effacés, et les données effacées. Donc, alors que des consignes n'avaient pas été données de ne pas filmer,
sauf après la dernière rencontre où nous avions été à Kosiam. Quand on rentre, moi je n'ai pas vu un écriteau quelque part où on dit interdit de filmer. Ni à la porte principale, ni devant l'entrée principale des salons feutrés. Mais ça commence déjà. Donc ce n'est pas étonnant que les organisations professionnelles des médias aient déjà envoyé des tirs de sommation par rapport à une telle situation. Donc on est d'accord que dans les régimes de transition, surtout militaires, il y a de la régulation par moment parce que ça fâche. Et nul, humainement moi je comprends, nul au monde ne veut être critiqué, surtout pas un président. Ça c'est humain. Mais acceptons que dès lors qu'on assume des charges publiques, il va falloir accepter que ça fasse partie également du quotidien, surtout pour un pays comme le Burkina Faso qui est très difficile à gérer. Ça aussi je reconnais ça, mais c'est d'accepter faire avec, parce que avant de venir, étant donné que vous êtes assis, évaluer la situation, la planifier, l'organiser avant de passer à l'assaut final pour vous assumer, ça veut dire que vous avez intégré tous ces éléments en compte, y compris l'accueil de l'opinion qui peut être favorable ou défavorable. Dès lors, si vous ne voulez pas, vous êtes réfractaire à la critique, ça pose un problème de cohérence et de logique. C'est naturel. Parce que là, vous avez bien évalué la situation avant de venir avec les réponses et les solutions, j'ai dit bien, qui vont avec. Mais si on ne sent pas, les uns et les autres sont en droit de se poser des questions. Et ça aussi, c'est plus simple. Donc, il y a un risque sur les atteintes à la liberté de presse, sur les atteintes à la liberté d'expression, mais on verra jusqu'où on pourra aller. Mais dans la question de lutte contre le terrorisme, déjà cette pression est énorme sur les journalistes. D'accord. Alors avant cette commémoration, là, on a vu, je dirais, cette interpellation des organisations professionnelles de médias qui, à travers un communiqué, interpellaient, je dirais, les nouvelles autorités et mettaient en garde aussi les différents acteurs sur les risques et des dangers sur la liberté d'expression. Est-ce que ça ne nous ramène pas à la réalité que la liberté d'expression est un acquis, enfin, n'est pas un acquis définitif et qu'il doit s'acquérir tous les jours au prix d'une lutte perpétuelle? C'est clair. Puisque quand on regarde l'histoire du Burkina, je pense que la première source dans la Constitution qui garantit cette liberté-là, c'est la Constitution de 90. C'est elle qui vient pour reconnaître la liberté d'opinion, la liberté de presse et le droit à l'information. C'est ce qui est garanti à partir de la Constitution de 90. Mais Norbert Zongo, c'est quand? C'est pas 8 ans après? C'est 98. Est-ce que cette liberté-là, il n'était pas en train de l'exercer? Donc ça veut dire que même ce qui est consenti n'est pas acquis. Et avec lui, et ce qui s'est passé, on a eu, et c'est ça qui est marquant dans ce qu'est le métier aussi au Faso, ça a été un tournant. Pour comprendre que rien n'est définitivement dans vos mains, parce que tout est combat perpétuel. Et aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur ce que Bernard disait, on est sous un régime nouveau, et il y a la réalité qu'ils sont dans un genre d'inconfort face à la critique. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Bernard, il est là quand on était déjà même pour discuter. Vous entrez dans une salle sans téléphone et tout, rien et tout. Donc, on veut s'assurer que rien ne sera peut-être enregistré, tout ce qui est normal. Parce qu'on sait que c'est le type de discussion qu'on veut, que ce soit à huis clos et tout. Mais quand on vous dit à chaque fois, allez dire à ceux qui me critiquent, allez dire à ceux qui me critiquent. Bon, c'est comme si vous êtes venu pour prendre une commission, je ne sais pas. Mais ceux qui critiquent là, c'est sur nos médias et sur nos plateaux. Donc on comprend un peu le message qui est en train de nous être donné. Jusqu'à la fin, on ne comprend pas qu'est-ce qu'on veut du journaliste. Le problème de notre métier aussi, c'est ça. C'est que c'est celui-là où tout le monde pense pouvoir nous donner des leçons. Où tout le monde pense pouvoir donner des leçons. Il faut que tu fasses de cette façon-là parce que c'est pas comme ça qu'on fait. C'est ça notre réalité aussi, c'est la réalité du métier qu'on fait. Mais je crois aussi qu'il y a de l'honnêteté à avoir. Regardez un peu à côté, quittez le Burkina, vous comprendrez qu'il y a une presse ici qui est sérieuse et très responsable. Vous savez le nombre de choses que nous,
avons, peut-être que des alerteurs balancent et tout, quelquefois dans des proportions moindres que ce que nous avons en termes de teneur d'information, mais pour lesquels ce n'est pas une question d'autocritique, sur lesquels on fait quand même un certain travail, parce que c'est pas tout qu'on révèle. Vous savez, même les pays qui nous ont, en matière dans ce domaine-là, ont été les précurseurs et ont donné des grandes leçons en matière de liberté et tout. Vous verrez que l'exercice même du métier de journalisme, il a été fait ainsi parce que, quoi qu'on dise, c'est aussi un outil de positionnement. Et certains, pour le rayonnement du pays, ont refusé d'écrire certaines colonnes. On a vu dans leurs colonnes certaines réalités du pays. Mais ça, c'est pas parce que les journalistes se sont assis ensemble pour se donner ce mot d'ordre-là, non. C'est une question de conscience. Donc ça existe un peu partout. Il y a ici quand même une bonne dose de responsabilité, une bonne dose de discernement pour ce qui est de notre presse. Et même quand on parle de la critique, c'est lors de débats constructifs dans lesquels vous avez quelquefois des antagonismes, mais dans tous les cas, vous avez de la contradiction. On n'a jamais ici des plateaux qui soient uniques, qui soient monocolores, uniligne et puis univision. C'est ça, c'est ce qui est intéressant dans la plupart des médias que vous avez au Faso. Et ça, il faut le reconnaître. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quelquefois, on a l'impression, et c'était un peu la critique qu'on faisait après la rencontre, notamment avec le chef de l'État, le problème n'est pas de dire qu'on préfère que vous ne parliez pas de ci ou mais que vous ne parliez pas de ça. Mais à partir du moment où le destinataire final, qui est le citoyen lambda, a besoin de ces informations-là, le problème ne se situe pas au niveau des médias s'il faut donner ou pas, ou quoi que ce soit. C'est que lorsque il y a des questions qui commencent à monter et qui sont fortes sur certains éléments, mais venez communiquer. Combien de fois on les appelle pour dire on a besoin de votre voix parce que c'est vous qui pouvez dire ce qui est, mais on ne les a pas. À chaque fois on nous promet, bon, on va faire maintenant il y aura la communication de crise, on va mettre en place un noyau qui sera le pont entre vous et nous, mais dès qu'il y a une crise, paf, tout le monde a disparu, personne ne veut venir donner quoi que ce soit. C'est ça aussi la réalité dans laquelle nous sommes. Et on ne peut pas dans cette situation-là dire vous ne pouvez pas aborder ci, vous ne pouvez pas aborder ça, alors que on est dans une situation qui est quand même assez complexe. Donc, pour ne pas me répéter, c'est un peu la situation sensible dans laquelle nous sommes aujourd'hui avec la réalité sécuritaire. Regardez la plupart des jeunes que nous avons qui exercent le métier déjà, je prends en gros depuis peut-être 5 ans, 5, 6 ans, 7 ans. Ils ont connu une insurrection, ils ont connu une transition, ils ont connu un coup d'État. En fait, ils ont connu des situations dans lesquelles aborder l'actualité demande une certaine dextérité, tant il y a des sujets sensibles et des sensibilités auxquelles vous devrez tenir compte. Ça, c'est une masse c'est une masse d'expérience condensée en un rien de temps, pas parce qu'ils l'ont voulu, mais parce que le parcours du pays et les différentes péripéties les ont amenés à pouvoir assister à ces éléments-là ici et maintenant. Mais dans d'autres pays, pour peu, il y avait presque 1000 collines où vous avez des médias qui ne sont rien d'autre que la caisse de résonance de partis politiques, et puis ils ne s'en cachent pas. Ici, vous ne le verrez pas. Donc il y a une certaine responsabilité, et je dis encore qu'il faut reconnaître à nos médias. Maintenant, il faut leur permettre de pouvoir vraiment travailler dans le sens plein du terme. Je pense que c'est ce qui revient à chaque fois qu'on parle de cette liberté-là et qu'on la célèbre. Il faut que le journaliste puisse faire son travail assez aisément. D'accord. Alors nous allons passer au deuxième sujet enrôlé pour la présente convocation, un sujet en lien avec l'accident survenu sur la mine de Perquois. Alors il faut le rappeler, après près de 2 semaines, toujours pas de nouvelles des 8 miniers piégés dans les galeries. Une délégation gouvernementale a fait un déplacement. Il faut se rappeler, c'était le 1er mai dernier. Quand on écoute le Premier ministre à l'issue de la visite, qui a permis justement à cette délégation de prendre langue avec les premiers responsables de la mine, les représentants des travailleurs également, les familles des miniers bloqués dans ces galeries-là. La situation est critique, mais on peut toujours garder espoir. Oui, les critiques, on peut toujours garder espoir, comme l'espoir fait vivre. Sinon, effectivement, avec le temps qui est écoulé, ça fait peur. Ça, il faut avoir humainement le courage de le dire. Mais l'espoir faisant vivre, espérons vraiment.
Donc c'est aussi des populations qui avaient besoin de savoir que des autorités sont avec elles, se soucient également de leur situation. Donc cette visite, il fallait qu'elle se tienne. C'est ça aussi l'autorité. Donc aller rassurer. Et c'est qu'elle est venue des jours longtemps après, je pense qu'on aurait pu aller un peu plus tôt. Mais déjà même il y a une plainte qui est déposée en bonne et due forme au niveau du tribunal de grande instance de Koudou par rapport à cette situation. Donc, alors, maintenant ici, qu'est-ce qui va changer avec cette visite? Est-ce que c'est suffisant pour retrouver les meuniers? Mais ça permet à l'autorité qui a aussi pris les engagements d'être tenue effectivement par ces mêmes engagements-là. Mais je dis bien, cette visite, il fallait qu'elle se tienne. Parce que si je dis bien, c'est ça aussi la responsabilité de la gestion de la cité. Maintenant, pour les autres aspects, pour les autres éléments, étant donné aussi que c'est très sensible, parce que pour les gens qui sont coincés, il y a des familles qui sont stressées, il y a des travailleurs qui sont mal à l'aise, il y a des patrons également qui sont pris au piège de cette situation. C'est vraiment pas évident. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de continuer les recherches et tout en, j'ai dit, espérons, parce que aussi il y a eu des miracles, c'est possible. Ce n'est pas pour décourager les uns les autres, mais c'est une situation, je dis bien, qui est préoccupante pour tous les Burkinabés. D'accord. Alors, à l'issue de cette visite-là, le Premier ministre a annoncé des actions fortes. On annonce une enquête pour situer les responsabilités, mais en attendant, il y a eu des mesures conservatoires qui ont été également prises. On demande au premier responsable de la mine de ne pas quitter le territoire burkinabé, parce qu'on estime qu'il y a eu il y a eu des différences dans la façon dont les choses sont gérées. Votre regard là-dessus, juge Va? Oui, c'est clair que quand on regarde, il y a beaucoup de non-dits et puis il y a des questions qui méritent de se poser. Parce que le Premier ministre même dit que dans cette mine à ciel ouvert là, il y a eu des utilisations de dynamite qui ont fragilisé la digue là, qui a favorisé l'inondation. Donc il y a eu des décisions qui ont été prises et qui n'étaient pas du tout bonnes. Et même la question de la sécurisation même de l'espace, il y avait beaucoup de légèreté. Ça, ce sont des constats faits par le Premier ministre. Bon, parlons de l'action du gouvernement. Je pense aussi qu'il faut reconnaître certaines choses. Depuis le 23, il y a eu une première mission. Je pense que c'était avec Bassolma Bazier et puis je pense qu'il y avait un autre ministre. Ils étaient même descendus jusque dans la galerie pour voir un peu l'état d'avancement de l'opération qui avait été menée, l'opération de sauvetage. Et c'était aux premières heures. Bon, souvent dans ces type d'événements, on avait rarement vu des ministres comme ça aller jusqu'au cœur du problème et puis voir un peu ce qui se passe et s'enquérir des nouvelles. Ils l'ont fait. Peut-être là maintenant c'est le Premier ministre Albert Ouedraogo lui-même qui est descendu sur le terrain. Sûrement pour comprendre, parce qu'il a échangé avec les patrons de la mine, il a aussi échangé avec les responsables du personnel de la mine. Donc clairement de là peut se dégager et des versions et des réalités qui vous permettent de mieux comprendre un peu la situation, surtout avec les travailleurs. Ça c'est une vérité. Et donc la décision qui vient après d'interdire aux responsables de la mine de sortir, ça sous-entend déjà, quand on regarde, qu'il y a une question de responsabilité, peut-être pas directe en tout cas, mais qui peut être marquée ici. Et je dis encore, quand vous écoutez les propos du Premier ministre, il a parlé, je veux pas trahir je veux pas dire autre chose, il dit ce qui s'est passé est le résultat d'une certaine irresponsabilité des responsables de la mine, parce qu'il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été entreprises quelques jours avant l'incident, notamment des dynamites sur la mine à ciel ouvert qui ont fragilisé la galerie et favorisé cette inondation. C'est quand même assez clair quand le Premier ministre le dit. Et ça, c'est après avoir échangé donc avec le personnel et les responsables. Maintenant, comme on sait qu'il y a une enquête, peut-être qu'elle permettra de dire et de révéler un peu plus clairement les choses. Mais le Premier ministre a voulu clair. Il dit ceux qui sont dans la galerie sont des Burkinabés et le gouvernement gère cette crise avec toute la rigueur qu'il faut. Je pense qu'il n'y a pas meilleure façon de camper les décors. Parce que ce qui est en train d'arriver là est vraiment triste. Le Premier ministre même le disait à demi-mot, ça va être difficile, parce qu'il y était au 14e jour quand même. Ça allait être difficile qu'on puisse avoir des survivants.
quoique l'espoir est toujours permis et on ne sait jamais. Mais quelquefois aussi, il faut préparer les esprits aussi à accepter certains éléments qui sont de l'ordre de l'objectif et de voilà. Mais c'est vraiment triste ce qui est en train d'arriver. Moi, je me rappelle qu'aux premières heures, c'est un ami qui m'avait envoyé la vidéo. J'ai vu la digue qui avait cédé avec l'eau qui coulait et tout. J'ai regardé, je comprenais pas grand chose. Après, il m'a envoyé les photos des personnes qui étaient à l'intérieur. Ça a commencé à me, ça m'a fait ça m'a marqué. Parce que c'est pas facile vous avez un parent qui va au travail et puis bon après voilà, vous vous retrouvez dans une situation comme ça, c'est vraiment pas simple. Et surtout quand vous vous dites que quelquefois c'est des petites décisions le Premier ministre parle d'irresponsabilité, c'est-à-dire qu'on aurait pu éviter ça, c'est clair que ça fait mal. Et ça pose pour moi un problème central, c'est la question de la sécurité au travail. Parce que le tout aussi, ce n'est pas seulement que d'avoir un business qui marche, mais ceux qui font que la machine tourne, il faudrait penser à leur sécurité. Et ça, c'est des choses qui sont encadrées. Et quand on entend en tout cas les propos du Premier ministre, même sur la question de la sécurisation du site, ça veut dire qu'il y a des normes qui devraient être prises, mais quand vous regardez, ça ne l'est pas. Donc ça remet encore au bout du jour la question de la sécurité au travail dans divers domaines d'activité dans lesquels nous sommes. Et surtout quand on parle de mines, comme il est le cas là-bas, c'est les mines à ciel ouvert, on creuse. On sait que pour des éboulements ou des questions d'inondation, très vite, ça s'aggrave. Même s'ils ont des chambres qui permettent de quelquefois trouver des situations, parce que c'est ce qu'ils espèrent même, c'est qu'ils se soient réfugiés dans certaines chambres. Mais le problème c'est qu'il y a la question de l'air. Parce que quand c'est inondé, vous n'avez pas d'oxygène qui entre, c'est un peu compliqué. Et vous savez, les jours suffisants, c'est petit à petit aussi de l'oxygène que vous perdez et tout. Donc ça fait que ça devient très difficile. Et bon, on espère que peut-être qu'il y aurait un miracle. Mais moi je crois que ce qu'il faut tirer, parce que très souvent nous sommes plus dans l'émotion. Après l'émotion, il faut savoir tirer les leçons. C'est ce qui fait les grandes nations. Ce n'est pas de demeurer dans l'émotion, c'est de tirer les leçons de ce qui s'est passé. Et cela se fait, je le dis toujours, en fixant des responsabilités. Tout le monde est coupable là, ça n'a jamais sauvé quoi que ce soit. Il y a toujours quelqu'un qui n'a pas fait son travail. Il y a quelqu'un qui a pris des décisions qui ne devraient pas l'être. Il y a quelqu'un qui a négligé. Il faut que les responsabilités soient fixées et que les inconséquents payent pour leurs actions. Comme ça qu'on tire les leçons. Ce n'est pas se dire, ah bon, c'est Dieu qui a voulu. C'est comme ça qu'on est dans le perpétuel recommencement des erreurs dans lesquelles nous sommes. Il faut tirer les leçons et c'est comme ça qu'une nation se construit. Alors, à Perquois, on l'a dit, le Premier ministre a donné un discours de fermeté et un discours, je dirais, assez dur à l'endroit des premiers responsables de la mine. Beaucoup ont apprécié, ont estimé en tout cas que ce langage a été à propos, mais estiment qu'il faut davantage faire un travail dans le contrôle avant justement qu'on se retrouve dans ce genre de situation-là. Juge Bougmont. Non, c'est pas que le langage ne soit pas à propos. Moi, c'est la suite. C'est beaucoup plus la suite à donner. La procédure judiciaire est engagée, c'est vrai. Maintenant, au niveau des autorités, quelles sont les garanties pour les autres mines? Je pense que le plus important, c'est ça. Donc, des messages très bien donnés dans ce genre de situation, ce n'est pas la première fois. Monsieur le Président, il y a combien de mines? Les éboulements au Burkina, il y en a combien? Il y en a beaucoup. Ça ne s'arrête pas, ça continue. Donc, je pense que le récent éboulement, il n'y a pas très longtemps, quand les dynamites ont fait suffisamment de dégâts. Donc je pense que le discours il est bien, c'est beaucoup plus de passer à l'acte, sanctionner pour l'exemple et suivre pour le respect des cahiers des charges. C'est beaucoup plus là les enjeux. D'accord. Alors, donc, on ne peut pas terminer cette émission sans avoir une pensée justement à l'endroit de ces miniers-là. On l'a dit, la situation est critique, mais l'espoir est encore permis. Nous allons prier et allumer, en tout cas, une siège à l'endroit de ces miniers-là. Alors, nous, c'est ici qu'on va mettre un point final à la présente convocation. Difficile d'évoquer le troisième sujet qui était enrôlé pour cette convocation au regard du temps, en tout cas, qui nous reste. Mais nous prenons la promesse de ramener ce sujet-là, de le reconduire dans nos prochaines convocations. Merci, messieurs les juges, juge Wouma. Juge va pour les clés de lecture et les analyses apportées lors de cette convocation. Nous allons mettre un point final à la présente émission et se donner rendez-vous demain pour la même mission. Poser un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders True TV et Watt FM.